Bonjour à toutes et à tous. Je suis désolé de ne pas pouvoir être parmi vous, mais je suis très content de faire cette communication concernant l'Observatoire de Jolimont au XIXe siècle. Dans cette communication, je voudrais mettre en évidence les modes d'évolution euh, de la façon dont s'organise la pratique astronomique à Toulouse au XIXe siècle. On sait que les mutations de cette institution scientifique sur un siècle permettent de comprendre comment se sont transformés les cadrages socio-épistémiques qui donnent forme à la recherche scientifique. On peut distinguer ce qu'on appelle des régimes de savoir, qui sont des grands arrangements entre les attentes scientifiques, politiques, techniques et administratives, qui, pour une époque donnée, vont caractériser un type spécifique d'équilibre. Les activités au sein de l'Observatoire de Jolimont au XIXe siècle permettent de mettre en exergue, on va dire, deux grands régimes de savoir distincts. Le premier, qui court de la fondation de l'établissement au début des années 1840, correspond à un cadrage administratif serré, hérité de la trame napoléonienne de contrôle des organisations à valence publique. Et le second commence avec la Troisième République et renvoie à une organisation du travail savant structurée par des exigences industrielles. Et le passage de l'un à l'autre permet de spécifier les propriétés socio-épistémiques d'un observatoire astronomique au XIXe siècle. Alors, la fondation de l'observatoire à Jolimont procède d'un arrangement entre des instances scientifiques nationales, des autorités politiques nationales et locales, et puis les compétences d'un architecte. Tout cela est mis en tension avec des attentes astronomiques locales. Toulouse connaît en fait une longue histoire des observatoires destinés à l'observation du ciel. Dès les années 1730, dans le cadre de l'académie locale, on a des initiatives qui sont menées alors d'abord par l'Académie des sciences elle-même de Toulouse, au sommet d'une des tours des remparts de la ville, puis par des astronomes eux-mêmes, François Garipuy et Antoine Darquier, qui vont aménager des observatoires, chacun au-dessus de sa maison. Ces observatoires vont fonctionner avec une grande régularité jusqu'à la fin du XVIIIe siècle pour celui de Garipuy et même jusqu'au début du XIXe siècle pour celui de Darquier. Sous l'Empire, l'observatoire de Garipuy va être réinvesti par la municipalité comme observatoire astronomique, mais c'est à partir de 1830 qu'émerge un projet nouveau d'établissement. C'est Frédéric Petit qui est un astronome, lui-même élève de François Arago, euh, qui, en quelque sorte, va prendre en charge l'ancien observatoire qu'il juge obsolète. Il écrit Tout y a été fait au rebours du bon sens en 1836. Petit propose en 1839 au conseil municipal de Toulouse, je cite, la translation de l'établissement astronomique, et il assure dans une rhétorique volontairement dramatique que si les élus ne le suivent pas dans cette voie, il vaudrait mieux anéantir complètement l'observatoire que de conserver par pure forme une sinécure onéreuse et sans honneur pour la ville. Et Arago va aider son élève en faisant pression pour que soit érigé un nouvel établissement. Il précise même, l'astronome parisien, dans une lettre de septembre 1839, qu'il serait impardonnable d'établir un monument astronomique sur le penchant d'une colline. Un point culminant vaudrait beaucoup mieux, dût-on aller le chercher plus loin de Toulouse. Donc pendant un temps, on imagine que l'observatoire se fera plateau de Guillemery, et puis les délaisser en raison d'importants problèmes financiers parce qu'il faut acheter les terrains. Finalement, c'est le coteau des Redoutes, à l'est de Toulouse, qui est désigné. Frédéric Petit va élaborer un cahier des charges précis pour l'architecture de l'espace savant. Le plan est étudié sous toutes ses facettes, nous dit-il, dans tous ses rapports avec l'astronomie, et il ajoute qu'il faut qu'il soit modifié de mille et de mille manières afin de satisfaire aux exigences si nombreuses et si variées de la science. L'architecte qui est choisi par la ville pour créer cet observatoire, c'est Urbain Vitry, et il va être relégué au second plan dans la construction, et Petit reconnaît lui-même que l'architecte n'est que le traducteur de ses propres intentions. De nombreux retards vont émailler la construction du bâtiment astronomique, euh, qui en fait ne connaît même pas d'inauguration officielle, mais au début des années 1840, on sait que Frédéric Petit y travaille, en même temps qu'il enseigne à la faculté des sciences de Toulouse, et c'est dans ce cadre que va émerger un régime de savoir fondé sur le contrôle serré des pratiques astronomiques. Parce que dès le début du 19e siècle, avant même que ne soit conçu l'observatoire de Jolimont, les astronomes toulousains qui avaient été successivement affectés à l'établissement astronomique, celui de Garipuy, étaient tous pris dans les raids d'une surveillance administrative très conséquente. Toutes les structures politiques et administratives qui apparaissent sous la République, sous la Révolution, et dont le maillage s'est étoffé avec l'Empire, avec la Restauration, toutes ces structures vont chercher à mettre en place autour de l'Observatoire de Toulouse un système de surveillance.
Les astronomes sont rémunérés pour effectuer un certain nombre de tâches, ils ont des devoirs très clairement définis par les autorités locales ou nationales, et ces autorités tentent à discipliner les pratiques des observateurs et à contrôler leurs activités. La municipalité en particulier, lorsqu'elle est en charge de l'Observatoire de Toulouse et qu'elle lui fournit des subsides, signale très clairement son autorité et affirme sa volonté, par plusieurs rapports, plusieurs missives, d'examiner le fonctionnement quotidien de l'Observatoire. Donc on a là l'héritage napoléonien d'un système scientifique conçu selon l'expression de Robert Fox et George Weiss comme un rêve bureaucratique qui induit un nouveau mode d'organisation avec un contrôle des moindres institutions politiques et administratives. Mais en ce qui concerne l'Observatoire de Toulouse, l'hégémonie centralisatrice est encore contestée par la résistance de la ville. Et donc cette espèce de fragmentation des tutelles va produire des désajustements dans les responsabilités et va y avoir ce puissant désir de cadrage disciplinaire, d'assujettissement des forces savantes, mais il est aussi contrebalancé par des jeux entre les différentes instances de pouvoir. Frédéric Petit relate par exemple en 1861 la venue d'un inspecteur de l'université qui a examiné ses registres, nous dit-il, ainsi que ses instruments. Donc on voit que le rattachement de la direction de l'observatoire à l'enseignement universitaire qui s'est fait en 1850 va accroître la pression panoptique sur les savants. Le recteur de l'académie fait régulièrement parvenir au ministre de l'Instruction publique un rapport détaillé sur chaque professeur. Ce document ne doit théoriquement concerner que la pratique pédagogique de l'astronome, mais il n'est pas rare que l'évaluation embrasse aussi l'activité de directeur de l'Observatoire. En 1856, le recteur Roustan signale à l'autorité ministérielle que Frédéric Petit se montre très disposé à suivre pour l'institution savante qu'il dirige les instructions qui lui sont données par l'Observatoire de Paris. Donc les édiles municipaux de la première moitié du XIXe siècle font montre, par le déploiement de ce dispositif de contrôle, de surveillance autour de l'Observatoire, d'une volonté de modeler en quelque sorte l'observatoire selon leur vue. Mais les astronomes, je l'ai dit tout à l'heure, grâce au désajustement administratif, ne se plient pas automatiquement aux règles édictées par l'Assemblée communale. On a des oppositions et des résistances, des rejoindements de Frédéric Petit qui vont scander les relations avec les édiles. Et Foucault notait, Michel Foucault, le philosophe, que là où il y a pouvoir, il y a résistance, et que par là même, celle-ci n'est jamais en position d'extériorité par rapport au pouvoir. Toutes les résistances, disait Foucault, sont l'autre terme dans les relations de pouvoir. Elles s'y inscrivent comme l'irréductible vis-à-vis. Et donc, toutes les relations de pouvoir qui se nouent là à Toulouse, de la Révolution à la chute du Second Empire, entre les directeurs de l'Observatoire successif et plus spécifiquement entre Petit, qui est à Jolimont, et les structures politiques locales, certes, elles encadrent une surveillance étroite de la production scientifique, mais les résistants et les refus vont ménager des espaces de liberté et d'expression. Bon, c'est pas sans danger pour eux de s'opposer à la puissance coercitive du pouvoir. Et parallèlement à ce resserrement, en quelque sorte, autour d'une science bureaucratisée, parce que tout cela va avec la production de rapports et l'examen des observations. Les travaux produits au sein de l'Observatoire de Toulouse révèlent une forme d'ajustement aux normes épistémiques en vigueur au XIXe siècle, en tout cas en province. En 1846, Petit explique au maire de Toulouse l'importance de l'astronomie dans le paysage savant français. Il assure qu'il s'agit d'une discipline d'utilité publique et il ajoute que l'astronomie est d'une indispensable nécessité pour la navigation et par conséquent aussi pour le commerce, cette seconde mamelle de l'État. Et puis pour appuyer sa démonstration, Petit évoque un ouvrage qui a mérité d'être surnommé le trésor des astronomes et des navigateurs et qui, sous le titre La connaissance des temps et des mouvements célestes, fournit plusieurs années à l'avance aux navigateurs de toutes les nations les nombreux éléments qui doivent diriger chacun de leurs pas au milieu des mers. Le directeur de l'Observatoire de Toulouse veut imposer son projet de nouvel établissement au conseil municipal, n'a fait que mépriser les travaux des astronomes toulousains du XVIIIe siècle. Ben là, il va se réconcilier avec la tradition d'observation qu'ils sont supposés avoir fondée, puisqu'il nous dit les tables astronomiques euh, qui servent comme la connaissance des temps sont principalement déduites des observations dues aux astronomes français et de l'observatoire toulousain qui apparaît clairement dans ces recueils d'observations. Alors, Frédéric Petit délimite là, en quelque sorte, un programme de recherche qui, d'une certaine façon, est assez classique. Il nous renvoie là, en quelque sorte,
à ce qui a été le programme des observations astronomiques du XVIIIe siècle. Faire des tables astronomiques. Et quand il arrive à Toulouse en 1839, il propose même, petit, de reprendre l'étude d'entreprise par Lalande, de refaire entièrement l'histoire céleste, qui est l'ouvrage de Jérôme Lalande. Benjamin Valls, qui est un astronome à Nîmes, approuve cette idée et rappelle à Petit que M. Capocci, directeur de l'Observatoire de Naples, est sur le point de commencer le même travail. Valls suggère dans une idée de collaboration, de travailler avec l'astronome italien pour mener, je cite, ensemble cette tâche. Donc on a comme ça une tentative d'élaborer des études conjointes avec d'autres astronomes, français et étrangers. C'est bien parce qu'il y a l'idée d'une constitution d'un socle commun de référence, mais ce socle est tributaire très largement de l'astronomie de l'époque moderne, qui est centrée sur la production de tables astronomiques et sur les observations méridiennes. Mais dans les faits, Petit ne va pas réaliser ce programme de recherche, loin s'en faut. Quand on regarde en quelque sorte les comptes rendus à l'Académie des sciences qu'il a donné, enfin les notes qu'a donné Petit au compte rendu à l'Académie des sciences de 1838 à 1866, on s'aperçoit que sur les 74, il y en a 10 qui concernent l'astronomie classique. Il rend compte principalement de phénomènes astronomiques conjoncturels, par exemple des comètes. C'est le cas avec la deuxième comète de 1858, la deuxième comète de 1861. C'est également le cas avec les observations d'éclipses, celle du 28 juillet 1851, celle du 18 juillet 1860 qu'il va observer à Breviesca en Espagne. Et puis il fait aussi des observations du passage de Mercure devant le Soleil en 1861. Et puis il fait tout un travail sur la position astronomique du nouvel observatoire de Toulouse à Jolimont. Mais on voit bien dans ce cadre-là que la pratique astronomique de Petit ne correspond pas aux ambitions proclamées par lui-même en 1839. Il n'a pas mis en œuvre le réexamen céleste de Lalande, n'a pas tenté d'améliorer les tables astronomiques par un relevé quotidien des positions méridiennes. Il est resté dans le cadre, en quelque sorte, épistémique du XVIIIe siècle en faisant une observation des phénomènes célestes, mais les plus remarquables, les plus conjoncturels. Aussi, il s'est limité à ce programme-là parce que, explique-t-il, il, n'avait pas de collaborateurs. En 1850, quand il détaille le projet d'organisation d'un nouvel observatoire, il retient que le personnel sera bien encore suffisant puisque je m'y trouve seul. En 1858, Petit reconnaît implicitement que le manque d'aide ne lui permet pas de réaliser les travaux qu'il avait envisagés. Je cite: «Les recherches spéciales qui m'occupent depuis plusieurs années et l'absence de tout concours à l'Observatoire de Toulouse ne me laissent guère le loisir pour le moment de suffire aux détails des divers travaux qu'un personnel convenable permet de suivre journellement dans les grands établissements.» Il envoie cette note aux Astronomische Nachrichten en 1858. Petit va concentrer ses observations principalement sur les météores, sans grand succès, puisque Urbain Le Verrier lui infligera publiquement à l'Académie des sciences de vives critiques. Alors, comment on peut caractériser le régime de savoir du début de l'observatoire de Jolimont entre les années 1830 et le milieu des années 1860? Bon, les transformations sociales et politiques ont imposé une tension socio-épistémique qui se partage entre une surveillance administrative de l'activité astronomique, surveillance qui n'est pas parfaite, et puis une pratique observationnelle globalement conforme dans ses intentions aux usages du XVIIIe siècle, mais très limitée dans ses réalisations. Les logiques individuelles disparaissent. On a là clairement la volonté de faire de la science une affaire d'État. L'activité scientifique s'insère dans un cadre bureaucratique et devient, comme l'a montré Marie-Noëlle Bourguet pour la statistique départementale, un outil de gestion des hommes et des choses. Alors la situation va évoluer avec l'avènement de la Troisième République. La défaite française de 1871 et l'humiliation ressentie par les autorités politiques vont être déterminantes dans le développement de l'astronomie en France. Souhaitant laver l'affront d'un douloureux échec militaire, les gouvernements successifs vont encourager tous les dessins scientifiques de haut niveau. Christophe Charles a montré que l'origine du redéploiement des universités après la guerre de 1870 est à rechercher dans le profond choc psychologique et moral de la défaite face à l'Allemagne, qui représente un contexte éminemment favorable pour hâter les réformes pendant la phase fondatrice de la Troisième République. L'État va donc créer les observatoires de Lyon, de Besançon et de Bordeaux et va relancer ceux de Marseille et de Toulouse.
L'Observatoire de Toulouse n'a plus de statut municipal, c'est le ministère de l'Instruction publique qui est désormais l'instance de tutelle de l'Observatoire. Et donc il faut évaluer les transformations des cadres socio-épistémiques dans cette nouvelle configuration institutionnelle. On doit noter d'abord que la pratique des visites de contrôle au sein de l'Observatoire, qui était instituée par la municipalité la période précédente, se poursuit après 1870. On a le décret de 1873 qui réorganise les observatoires et qui prévoit dans son article 7, je cite, que chaque année, le matériel et la comptabilité de l'Observatoire seront inspectés par un délégué du ministère de l'Instruction publique et un délégué du Conseil général ou de la municipalité. Là où le régime républicain va innover, c'est en instaurant un second dispositif de contrôle qui s'appelle le comité consultatif des observatoires de province, qui est mis en place par l'arrêté du 27 novembre 1879. On a là une structure qui est rattachée au ministère de l'Instruction publique, qui va collecter chaque année auprès des directeurs d'observatoires un rapport détaillé sur la situation et les travaux en cours de l'établissement. Le comité consultatif va s'efforcer de stimuler la productivité des astronomes en examinant leurs publications et le nombre de leurs observations. Lorsque Benjamin Bayot, qui est directeur de l'Observatoire de Toulouse de 1878 à 1907, fait parvenir son rapport d'activité du 29 janvier 1880, il reçoit en réponse une lettre de Jules Ferry, qui est ministre de l'Instruction publique, qui constate, je cite, que l'Observatoire de Toulouse a fort peu produit en 1879 dans le domaine des observations astronomiques, et le ministre conclut sèchement sa missive: «J'appelle votre plus sérieuse attention sur ces critiques, persuadé que vous saurez en tenir compte et imprimer à vos collaborateurs toute l'activité que nous sommes en droit d'attendre d'eux et de vous.» Donc on a un rappel à l'ordre qui illustre l'implication totale de l'État dans la sphère scientifique. Le ministère, s'il octroie des fonds, exige en retour de l'Observatoire un rendement élevé. De la même manière, le directeur de l'enseignement signale à Bayot en 1881 que la recherche des petites planètes qu'il propose dans son rapport annuel est depuis longtemps organisée dans beaucoup d'observatoires, tant en France qu'à l'étranger. Et reprenant la remarque du comité consultatif, il ajoute: il n'y a aucune opportunité à entreprendre ce genre de travail qui n'est provoqué par aucune nécessité scientifique et n'est plus aujourd'hui de nature à jeter un grand éclat sur un observatoire. Et dans la même lettre, le représentant de l'administration ministérielle revient sur une remarque générale formulée par l'organe de surveillance de l'astronomie, qui a constaté que messieurs les directeurs de province consacrent une partie très notable de leur temps à l'organisation du service météorologique et magnétique ainsi qu'à la direction de ce genre de travaux. Il en résulte des inconvénients sérieux pour les études astronomiques. La météorologie est de nos jours assez grandement organisée. Il n'est donc pas nécessaire de faire de ces travaux un objet d'étude dans les observatoires. Le comité consultatif s'implique avec autorité dans le choix des recherches entreprises. Il décourage les projets qu'il juge superfétatoires. Et plus qu'une surveillance de l'activité astronomique, là, il s'agit de gérer la pratique, de distribuer les secteurs de recherche, d'ajuster la répartition entre les différentes sciences de l'observatoire. Bon, il faut noter que les astronomes opposent à cette demande administrative et politique une résistance à la fois solide et discrète. Par exemple, à Toulouse, malgré les mises en garde, on n'a pas cessé de renforcer le service météorologique en mobilisant de nombreux observateurs et en déployant une intense activité de publication. Et le directeur de l'observatoire de Toulouse reste attaché à ce que son observatoire soit un espace d'abord interdisciplinaire dans lequel vont s'agencer plusieurs types d'activités scientifiques. La météorologie permet de ne pas enfermer l'établissement dans sa seule identité astronomique. Donc il faut relativiser les efforts de la Troisième République. Dans son raffinement des dispositifs de contrôle et de surveillance, il y a très clairement une volonté de mettre en place une politique de recherche cohérente en astronomie à l'échelle du territoire, hein, mais elle achoppe globalement sur de nombreuses résistances de la part des savants qui adaptent les prescriptions politiques à leur propre programme scientifique. La structure républicaine de l'administration scientifique va régulariser la trame bureaucratique que nous avions remarqué pour la période précédente. L'Observatoire de Toulouse va prendre place dans un projet politique précis, celui de la restauration nationale de la science, qui est un programme républicain mobilisant plusieurs établissements astronomiques. Et dans le même temps, le cadre épistémique du régime de savoir est bouleversé. Pour prendre, pour le caractériser, on peut lire ce que disait le doyen de la faculté de médecine de Toulouse, Cobé, qui est chargé de rédiger le rapport au conseil de l'université pour qu'il soit ensuite adressé au ministre de l'Instruction publique. Il se dit fasciné par le compte-rendu de Benjamin Bayot sur le travail au sein de son observatoire. Je cite Cobé:
On a la notion saisissante d'une usine en activité où la division du travail, méthodiquement et rigoureusement réglée, réalise la production intensive et le maximum de rendement scientifique. Et Kobe note l'habileté du directeur de l'observatoire qui sait mettre en bonne place le collaborateur qui convient à chaque tâche. Donc là, on a une description assez enthousiaste d'une sorte d'industrie savante, totalement structurée, rationnellement divisée, qui souligne le triomphe d'un mode d'organisation des pratiques astronomiques dont le directeur de l'observatoire de Greenwich, George Airy, a été l'initiateur à partir de 1836. En France, Urbain Le Verrier, à Paris, s'est inspiré de ce schéma pour structurer son observatoire autour des mêmes exigences. Simon Schaeffer assure que l'apparition de l'équation personnelle dans l'appréciation des durées par les observateurs britanniques a témoigné d'une profonde transformation de l'acte d'observer au XIXe siècle. L'observatoire, dit Simon Schaeffer, est devenu une usine, voire un panopticon. Les simples observateurs sont relégués à la base de la hiérarchie de gestion et de vigilance, inspectés par leurs supérieurs avec autant d'attention que les étoiles elles-mêmes. Les observations sont mécanisées et les observateurs se transforment en machines. Le 18 mai 1892, devant l'Académie des sciences de Toulouse, Benjamin Bayot présente l'établissement qu'il dirige et il explique que les services de l'observatoire se divisent en trois séries: astronomie, magnétisme terrestre, météorologie. On a une division thématique qui est le résultat en fait d'un lent processus de structuration dont Bayot est le principal artisan. Et tout au long de sa direction, le- l'astronome s'est attaché à fractionner les tâches et à instaurer une sorte de contrôle de leur réalisation. Et ça va être rendu possible et encore plus intense par l'introduction des grands instruments qui imposent un nouveau mode d'organisation de la pratique savante. On a l'achat d'une gamme complète de grands instruments avec leur installation entre la fin des années 1880 et le début des années 1890 à l'Observatoire de Toulouse qui détermine cette nouvelle distribution des activités. Chaque astronome adjoint, c'est le grade à l'intérieur de l'Observatoire, va être exclusivement attaché à un seul outil dont il dirige le maniement. Il va être secondé par un astronome assistant. Au sein du service consacré à l'astronomie, on a des services plus spécifiques qui donc s'organisent dans les différentes coupoles. Par exemple, prenons le cercle méridien de Paul Gaultier qui est mis en place en décembre 1890 et janvier 1891. Bayot précise dans le rapport qu'il remet au ministre le 4 mars 1891 que c'est Monsieur Saint-Blanca qui est chargé du cercle méridien et l'instrument va rester entre ses mains pendant toute la période où Bayot dirige l'établissement. Et après avoir été utilisé par tous les observateurs dans les années 1880, si on prend l'équatorial de Brunner, il est ensuite exclusivement consacré à Monsieur Cosra, qui est un astronome adjoint, et Frédéric Rossard, qui a été l'adjoint de Cosra pour le service de l'équatorial Brunner et les observations des petites planètes et des comètes, va prendre en charge en 1895 le grand instrument et veiller à son bon fonctionnement. Le télescope de 80 centimètres est le plus souvent employé par Bayot, qui indique en 1890 qu'il s'est réservé le grand télescope pour y faire, dans la première partie de l'année, quelques observations des deux comètes Barnard avant d'examiner les satellites de Saturne et principalement Tétide, Dione et Rhea. Avec l'arrivée de Bourget en 1895, Bayot doit un peu partager son instrument de prédilection et les deux hommes travaillent de concert pour appliquer cet instrument à la photographie en vue de la mesure de la nébuleuse. Parce qu'il y a eu une innovation importante à l'Observatoire de Toulouse, c'est la participation à la carte du ciel, qui est un projet de cartographie mondiale par la photographie du ciel, réparti dans 18 observatoires à travers le monde, et l'Observatoire de Toulouse est partie prenante de cette grande entreprise. Donc, dès 1891, l'entreprise de la carte du ciel va mobiliser Henri Andoyer avec Louis Montangeran. Tous les deux vont s'exercer à la photographie pour organiser le service de photographie stellaire. Puis Montangeran va œuvrer seul en 1892 quand Andoyer est appelé à l'Université de Paris. Donc la distribution des instruments et le déploiement d'un service dans chaque coupole va se stabiliser comme ça peu à peu avec les années 1890. Donc on a une pratique de l'astronomie qui s'organise autour des instruments associés à un observateur coïncidant avec un service de l'établissement astronomique. Donc on a une séparation des tâches assez stricte qui détermine les objets célestes à étudier. Les caractéristiques de chaque outil technique vont en quelque sorte fixer une gamme limitée d'observations possibles et circonscrire le champ des recherches de celui qu'il manipule. Chaque observateur associé à un outil scientifique est chargé d'examiner un objet. Par exemple, l'observation des comètes, ça fait partie du programme de Frédéric Rossard lorsqu'il s'installe à l'équatorial Brunner.
Et Rossard publie pas moins de 37 notes relatives à l'examen des astres dans les comptes rendus à l'Académie des sciences, sur un total de 136 adressés par les astronomes toulousains entre 1873 et 1908. Et Laetitia Maison a suggéré que les comètes, ça constitue une sorte de source aisée de publication, puisque les articles présentés par Rossard sont très brefs, se contentent d'indiquer la position des astres observés pendant quelques jours, sans vraiment préciser les calculs de trajectoire. La plupart des observatoires de province, engagés dans un processus de production de données, publient avec frénésie des notes sur les comètes. Puisque, toujours en suivant Laetitia Maison, on peut dire que le temps réduit que demande la rédaction d'un article informatif sur une comète séduit les observateurs qui vont accumuler de nombreuses informations en quelques nuits et comme ça rendre visible l'activité de leur observatoire en adressant leurs travaux à l'Académie des sciences. La recherche des petites planètes ou les astéroïdes préoccupe beaucoup les astronomes du 19e siècle. Et dans le contexte un peu délicat et précaire des premières années de l'observatoire, sous le régime républicain, la quête de ces objets célestes permet à certains observateurs de s'illustrer et de signaler une sorte d'activité à toute la communauté des astronomes. Donc on a comme ça la nécessité d'avoir une production en continu de positions de planètes ou de comètes qui vont alimenter les équations pour décrire leur trajectoire. Euh, il faut noter aussi que la carte du ciel dont j'ai parlé tout à l'heure va participer à cette organisation de la productivité, puisque chaque plaque photographique doit être, les étoiles positionnées sur les plaques photographiques doivent être mesurées pour qu'on connaisse leur position. Et ce travail est confié à un bureau des calculs entièrement féminin. Et donc l'observatoire va se transformer en une véritable usine de chiffres en produisant des données, une grande quantité de données chiffrées. On voit là comment la transformation de l'observatoire en usine savante, régie par des principes proprement industriels, reconfigure profondément les pratiques de recherche. Donc dans cette communication, j'ai principalement essayé de montrer comment l'observatoire de Jolimont était pris tout au long du 19e siècle dans deux régimes de savoir distincts. Il est d'abord adossé à la municipalité de Toulouse et donc pris dans la trame d'une bureaucratie qui est héritée de l'Empire et qui vise principalement à suivre les activités des astronomes. Le programme de recherche prévu n'est guère différent de celui du 18e siècle et, pour l'essentiel, repose sur des observations méridiennes. Dans son projet, dans sa réalisation, ce sont principalement des observations opportunistes et conjoncturelles. La médiocrité des moyens mis à la disposition de l'astronome petit ne permet pas un développement concret du projet esquissé. Avec la Troisième République, on a quelque chose de très différent. Euh, L'observatoire devient un point dans une carte cohérente d'établissement astronomique, destinée à rehausser les classes scientifiques. Alors, le système de surveillance hérité de l'Empire se poursuit, mais les exigences de productivité vont s'articuler cette fois à une division instrumentale du travail qui emprunte aux nouvelles formes des activités industrielles. Je vous remercie de votre attention.